va laisser maintenant la parole au public. Le public a très certainement des questions, vous souhaitez réagir avec peut-être des remarques, des interrogations. La parole est à vous. Si vous avez des questions ou des remarques, et puis on pourrait évidemment ici échanger ensemble sur ces questions communes. Monsieur Wexler, est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, ce qui est pour vous un projet de paysage ? Puisque vous êtes assez critique sur la politique de Paris en termes de paysage, et notamment sur le traitement de la confluence Marne-Seine. Et vous dites, on a raté toutes les bonnes occasions de faire un projet de paysage. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est pour vous ? Merci. Je ne suis pas critique sur la politique de Paris. Qu'on précise bien, je suis critique sur le fait qu'il y a 30 ou 40 ans, vraisemblablement, il fallait faire un check-up complet des capacités du bassin parisien, bien évidemment, dans une responsabilité collective cette fois. Hein, c'est-à-dire pas simplement, on dit on a Paris, on a le résultat de tout ça. Non, le bassin parisien, c'est quelque chose qui amène la Seine. Hein, la goutte d'eau qui tombe à la bascule que j'ai signalée tout à l'heure, elle arrive bien à la Seine, on est bien d'accord. Donc, à un moment donné, ce projet, bien sûr, qui, pour parler du bassin versant, il serait peut-être temps aussi, et là je prépare la critique que vous évoquiez, c'est qu'à un moment donné, si on n'a pas une restructuration complète de la campagne française, un remembrement, puisqu'on a démembré, il serait peut-être temps de remembrer cette fois, pour bien évidemment apporter avec une manière d'opérer, sans doute conduite par des paysagistes, parce qu'ils ont cette capacité à étudier le terrain, à le faire. On pourrait commencer à retenir la goutte d'eau qui vient fossé, qui vient, etc. On pourrait commencer à faire un espace beaucoup plus bocagé, c'est-à-dire qui est l'avantage de pouvoir amener de la biodiversité. On va dans la Marne, on va dans l'Aisne. Je vous garantis que vous ne tombez pas. Vaut mieux y aller en vélo électrique cette fois, mais parce que si vous tombez en panne d'essence un dimanche soir, je peux vous dire, vous avez intérêt à avoir des chaussures de marche. Donc, si vous voulez, par rapport à cela, et Paris maintenant apparaît comme la résultante, si vous voulez, la grosse résultante de tout cela. Donc ça, c'est un premier point. Et évidemment, derrière ça, on a la Seine. Parce que la Seine, maintenant, on l'a endiguée. Et j'ai appris, alors là, par hasard, que les quais étaient patrimoine de l'UNESCO. Donc on ne va pas y toucher. Vous vous rendez compte qu'on ne touche pas, alors que toutes les grandes villes, etc., surtout aujourd'hui, avec les mouvements écologistes bien compris, il est certain que la ville de Munich, par exemple, renature l'Isard, qui était déjà très naturel, on peut vous dire, avec les parcs de Skell, etc. Donc on renature, et là, on va renaturer quoi? On va renaturer rien du tout. Enfin, rien. On peut appeler, forêt. Moi, mon père était dans la forêt, oui, justement, dans une certaine idée. Chez moi, de la forêt, c'est qu'on ne peut pas en faire le tour, une forêt. Donc, quand on peut en faire le tour, ça s'appelle un bois, même s'il est grand. Qu'on peut pas, après, ça s'appelle un bosquet, quand il est à côté de l'intérieur de clos, puis après un bocteau, oui. Et après, ça s'appelle des arbres. C'est simple. Donc, si vous voulez, on est bien dans une situation qui est très drôle. On parle de renaturation, je ne sais pas quoi d'ailleurs, et puis finalement à la fin. Donc, ce que je veux dire par rapport à cela, Paris doit sortir de ses murs. Moi, je pense que cet atlas doit faire émerger des solutions ou des possibilités ou des projets qui touchent, y compris la région Île-de-France. C'est clair. Cette découpe administrative n'a pas beaucoup de sens. Et là, on voit bien que la construction de la région Île-de-France autour de Paris, c'est l'oignon, vous voyez ce que je veux dire, qu'on repique tous les ans, qu'on repique. On a un peu de ce monde-là, et puis qui grossit. Puis un jour, il pourrit, l'oignon. Mais il pourrit du cœur, toujours. Hein, vous le savez. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il serait peut-être temps de changer un peu d'attitude, d'arrêter de penser construction de manière systématique. Je suis absolument fan d'architecture, je tiens à vous le dire tout de suite. Je n'ai personne contre cette affaire. Mais à un moment donné, il faudrait que la part des choses en termes de surface... Hein, Orsena disait, si on n'a pas de terrain, on n'est pas paysagiste. Il n'a pas tort. C'est-à-dire, on raconte, on fait, on écrit, on fait des belles photos, on fait des tas de choses très intéressantes par ailleurs. Mais à un moment donné, le support, plus que le socle, le support à faire des projets n'existe pas. Hein. On a parlé tout à l'heure des grands parcs, Boulogne, 800 et quelques hectares, Vincennes, 900 et quelques hectares, et depuis, rien. Des petites bricolettes.
etc. nécessaires, ou de talent ou de qualité. Je pense à son projet, à Jacqueline, sur le nord de Paris. Mais regarde le projet par rapport à la densité bâtie autour. Il y a une pression bâtie que je ne comprends pas à ce point-là, si elle n'est pas réélargie. Et alors, pour en venir, pour avoir travaillé beaucoup en banlieue et dans des sites difficiles, et des quartiers dits difficiles, que maintenant on dit qu'ils sont exclus de la République, et pour avoir fait ça pendant pas mal d'années, à un moment donné, je pense aussi que Paris doit exploser. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé de Paris rive droite, Paris rive gauche, et qui prend sa part d'Aubervilliers, qui prend sa part de Grigny-sur-Marne, etc. Et il faut couper Paris en deux, dans l'axe de la Seine, comme toute limite de fleuve. Et du coup, on va éviter cet oignon qui n'arrête pas, pour l'instant, de se perturber, et qu'on ne sait plus comment gérer, d'ailleurs. Vous allez voir, on est tout le temps dans la course. On est course aux armements des solutions. Alors, Paola Vigano nous a rejoint. Je pense qu'elle a écouté attentivement toutes vos interventions. Est-ce que, Paola, vous souhaitez réagir à ces trois interventions, à cette discussion? Il y a beaucoup de points très intéressants. Et je suis d'accord avec Gilles Wechsler que l'Atlas ne peut pas être le plan du paysage de Paris. Mais l'Atlas pourrait être un point de départ pour repenser certaines des questions que vous avez soulevées. Je suis frappée d'une chose, que vous avez parlé beaucoup de la plaine et pas du tout des plateaux, des coteaux, etc. Et je me demande pourquoi. Alors, je comprends très bien la logique de la microtopographie, évidemment, c'est très, très important, on est d'accord, mais pourquoi dire que Paris est plate? Quel est le vrai, quelle est la raison d'insister sur ça? Parce que Paris n'est pas plate, ça c'est clair. Qui veut répondre à cette question? Il me semble, en fait, on en a parlé tout à l'heure, c'est difficile n'ayant pas fait ce travail d'étude que vous menez, d'avoir ce que j'ai essayé de souligner, c'est la perception qu'on pouvait avoir comme ça, de manière, comme un promeneur, la perception qu'on pouvait avoir de la ville et de ses aspérités ou de son skyline. Et effectivement, j'ai parlé des plateaux, le plateau de Romainville, le plateau de l'Abri aussi, avec la Marne, la Marne qui a un certain type de paysage par rapport à la Seine aval, où on a tout ce système de méandres, et qui vient un peu faire cette délimitation, peut-être un peu lointaine, mais en tout cas qui va au-delà des limites effectivement du périphérique. Et à Paris, dans Paris, on a quelques résonances qui viennent de cette géographie un peu plus périphérique, un petit peu hors les murs de Paris, mais qui constitue son socle. Non, moi, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'était pas la négation du relief quand on disait plat, c'est la finesse du regard qu'on doit porter sur ce relief. Et c'est atypique. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit sur le Jardin des Plantes, qui est tout de même un morceau de Paris important, c'est très ténu et très important. C'est-à-dire comme ce que racontait Gilles sur les limites, les lignes de partage des eaux, par exemple. À Paris, vous avez vu ces flèches comme de bord pour montrer l'assainissement, ça va dans tous les sens. Et donc je trouve intéressant qu'on ait conscience de cela, parce que dans des grands aménagements, parfois, on a ignoré, encore récemment, cette multitude des reliefs, cette finesse voilà, c'est le grain, c'est trouver... Vous voyez, je l'ai fait d'une manière un peu enfantine et provocatrice, en montrant le Mont Blanc et quelques reliefs caricaturaux, mais c'est justement pour ça, c'est pour qu'on se rende compte que là, c'est un autre regard, c'est un autre grain, c'est une spécificité, ce socle parisien à une échelle très subtile, et pour autant, à l'échelle de bâtiments, à l'échelle de rues, à l'échelle de villages, ces pentes-là sont très importantes. C'est une des grandes difficultés dans n'importe quelle observation, c'est de trouver tu en as parlé, Jacqueline, les emboîtements d'échelle, par exemple. Enfin, vraiment, c'est grand, mais en fait... donc on se dit non, c'est un tout, il est plat. Non, c'est vrai, ces reliefs-là, à l'échelle d'un quartier, sont gigantesques. Mais on doit sans arrêt accommoder. Michel, moi je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur le plat, qui est mon vrai dada, en fait, en tant que professionnel. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de projet, c'est ça que je voudrais dire aussi.
c'est que le plat est un exercice de style extrêmement périlleux parce qu'invisible. Ah, d'accord? C'est-à-dire que moi, je pense que quand on a bien travaillé, on l'a vu, nous, sur le projet qu'on fait sur Munich, on est face aux Alpes. Et on a versé le site, qui est plat, c'est la grande plaine morénique qui descend depuis les Alpes, qui sont en face vers 2600 à 3000 mètres en continu sur la frontière suisse, et qui descend comme ça, doucement, jusqu'à la mer, quoi, on va dire. Eh bien, nous, on a inversé le site. C'est-à-dire le plat qui était vécu par les gens n'était pas le plat, parce qu'il y a des arpentes, etc., et c'était à contre-pente. C'est-à-dire qu'en gros, toute la mise en scène qui était nécessaire pour que les gens s'approprient cette échelle, justement, et à travailler en hauteur d'homme en permanence, c'est-à-dire à l'œil, je veux dire, à travailler presque à l'œil, avec des effets de longue portée, c'est-à-dire on fait des pentes au millième là, sur 2 km, etc. Ça permet aussi, à un moment donné, de retrouver l'étendue comme qualité première du projet de paysage. C'est ça que je veux en revenir par rapport à nous. Et vous l'avez signalé tous les deux, enfin moi j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être je martèle un peu fort, mais globalement, le grand échec, je pense d'ailleurs, de la région Île-de-France, on va dire tout crûment, c'est lorsque ces usines se sont dégagées, et on n'y a pas mis la gare du TGV, qui aurait été à 3-4 km, la vraie gare, elle était à 3-4 km, elle changeait complètement la banlieue de cet endroit-là, avec sa densité, etc. Elle mettait en valeur les fleuves, et puis elle permettait d'un grand parc, vous pouvez imaginer, comme la saisie de la Marne, à Bonneuil avec la Seine avait saisi la Marne, et à un moment donné, la capture qu'elle a faite est devenue une plaine débarras de Paris. C'est-à-dire que je pense que, parce que notre affaire, elle est un petit peu, elle est gentillette, quoi. On est gentil. À Paris, il y a des quartiers, il y a une ambiance, il y a des cafés, il y a des poètes. On est d'accord, on est tous un peu poètes. Mais à un moment donné, la question brutale, et j'allais dire raide et dure, et affligeante d'une certaine manière, c'est que ce que l'on a là, c'est qu'on aurait dépassé cette gare de 4 km simplement à l'intérieur. On aurait eu un parc de quelques centaines d'hectares avec des ripisylves tout autour, avec la Seine comme promenade, et pas des quais murés pour les inondations. Parce que vous vous rendez compte le système de défense qu'il faut, puisqu'il n'y a pas de tampon pour les inondations. Et là, on monte à la Seine, on ne descend pas à la Seine. Et c'est là que je pense qu'il y a un contresens. C'est là qu'il y a un contresens. Moi, je suis assez pour qu'on bouge le terrain, rassurez-vous. Je ne suis pas contre le fait avec une certaine même franchise, une certaine direction, mais avec des précautions. On marche sur des œufs sur ces échelles-là. Et donc, je ne suis pas d'accord du tout que cette éventualité-là n'ait pas fait l'objet de commandes, de réflexions initiées sans doute pour des paysagistes, parce que cette sensibilité-là, cette approche-là, on sait à peu près tous tracer correctement un trait, on va dire ça simplement. Et là, du coup, on a abandonné cela. Et aujourd'hui, moi, je suis assez déçu, dans le fond, de voir cette myriade de tours qui tue cette vallée. Il n'y a plus de vallée. Et je défends la vallée, je ne défends pas parce que la vallée, c'est le système plateau, coteau et plaine. Voilà. On est bien d'accord, je parle de vallée. Donc, okay. et bien sûr, les coteaux X, Y qui sont transcendés. Et même, on a fait la critique tous, c'était ma génération surtout, d'Italie avec ses tours et tout, mais dans le fond, Italie transcendait la topographie de la vallée de la Seine. Elle l'exagérait, l'augmentait, pardon. Et c'est ça notre question que nous avons aujourd'hui. Pardon, Gilles. Est-ce que je peux vous demander comment vous voyez la question de l'adaptation du paysage parisien? C'est-à-dire que tu dis que il n'y a pas un projet pour le paysage de Paris. Évidemment, la question de l'adaptation au changement climatique, avec toutes les interventions qui sont déjà un petit peu dans les tuyaux aussi de la ville de Paris, tu penses, et vous pensez que ça, c'est l'occasion d'un nouveau grand projet de paysage ou non? Ou vous pensez que c'est plutôt un problème? Et je parle aussi de la question de l'eau. Il faudrait étendre ton contrat. Je m'excuse, il faudrait étendre ton projet et donc ton contrat à un périmètre beaucoup plus élargi. Tu vois, je veux dire que je pense que moi j'avais vu tes travaux sur Milan et autres. Et effectivement, pour y être passé un peu, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Et donc, il me semble qu'il faut étendre ta réflexion, ton projet,
pour retrouver une dynamique extérieure à Paris aussi. Parce que sinon, on est vraiment un petit peu, je m'excuse, un petit peu enquisté à l'intérieur, quoi. On est vraiment entre nous, un peu entre nous, et après on découpe, on sait tous, hein, on découpe la part de multiples façons. Donc moi je pense que ton projet doit être élargi. Ta commande doit être élargie à beaucoup plus de prospectives amont et aval, et de manière à pouvoir réellement resituer Paris, et si jamais il y a un projet possible. Non, je trouve que le risque, c'est d'être velléitaire. Tu vois bien que comment des générations de politiques n'ont pas réussi à faire le Grand Paris. C'est vrai, moi j'étais un des experts pour le Grand Londres. C'est avec Ken Livingstone il y a 20 ans. Donc c'est pas près d'arriver et c'est peut-être pas très grave. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des réflexions géographiques larges. On est tous convaincus, bien entendu. Mais peut-être que, tout comme on disait qu'on ne nie pas le relief en disant que c'est relativement plat, je crois qu'on ne nierait pas non plus le projet de paysage en se contentant quand même de la surface de Paris qui est celle du Mont Blanc. Je crois que oui, il y a la place pour un projet, évidemment. Mais ne nous trompons pas, c'est-à-dire que Paola est en train de faire un atlas, c'est-à-dire c'est une somme de données, une somme d'informations qui devrait nous guider pour faire effectivement des projets. Donc sinon la pauvre Paola va être désespérée avec ses experts absolument inadaptés. Donc je crois quand même que c'est ça, il s'agit qu'on voit mieux Paris, qu'on comprenne mieux pour pouvoir agir. Et alors je continue, Gilles, je pense qu'on ne doit pas sous-estimer les capacités de transformation de Paris, ne serait-ce que grand comme le Mont Blanc, c'est gigantesque. On est tous appelés assez loin pour faire des projets. Et on voit certains pays en mutation, dans des civilisations très différentes de la nôtre, qui s'attaquent aux mêmes problèmes. On les méprise en général, on les boycotte parfois. Toujours est-il qu'ils se dotent de projets de plantation considérables, à une échelle militaire. C'est bam, bam, on y va franchement. Et bien sûr qu'on peut faire ça dans notre petit Mont Blanc permet déjà de faire beaucoup. Donc je trouve qu'on doit aider Paola, dans la commande qui est la sienne, à observer, en effet, par exemple, c'était ça l'idée de dire ce socle, moi j'ai montré 4-5 observations qu'on partage tous, mais montrer que Paris est minéral au-delà d'un phénomène d'annonce qui serait sans doute trop localisé, ce à quoi on participe volontiers aussi, mais montrer à quel point, enfin faire la vraie cartographie de la part minérale, pas minérale. Je cite juste une sorte on avait une carte que je n'ai pas voulu montrer, mais j'aurais dû. Moi, j'ai réussi à convaincre des maires de faire des grands projets de paysage. Par exemple, Alain Juppé, à Bordeaux, ne construisant pas 50 hectares, en lui faisant croire, j'avoue aujourd'hui, une chose pas tout à fait vraie. Dans un grand quartier, quand on fait un grand quartier aujourd'hui, on dit il y a 50% de construits, 50% de vide. Ces 50% de vide sont 30% publics, 20% privés, et il y a dans les 30%, 15% parcs et jardins. Tu prends n'importe quel maire, tu dis, dis donc, vous les avez, vous, les 15%? Et évidemment qu'ils n'ont pas. Et à Bordeaux, pas du tout. Il fallait, pour la rive droite, trouver 150 hectares. On a trouvé 50, on est déjà très content. Mais du coup, avoir une carte, je suppose que la Pure a fait ce travail, mais l'interpréter comme Paola le fait dans ce qu'on a vu, en montrant en effet la réalité de quelle est la surface d'espace ouvert à Paris. Moi, j'en sais rien. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait le Mont Blanc, mais savoir quelle est la proportion du vide dans Paris, est-ce qu'on est à 50%, est-ce qu'on est à 30%, j'ai aucune idée. Quelle est la partie végétale de ce vide public est très importante. Il y a un diagnostic, cet atlas relève aussi d'une sorte de diagnostic. Je suppose que les documents de la Pure sont déjà importants. L'IAURIF n'a pas fait ça. Ils l'ont fait à grande échelle. À force de vouloir regarder trop grand, on peut aussi oublier de regarder ce qu'on a là aussi. C'est important, je pense, d'aider Paola. C'est oui, faire la part du vide. Est-ce qu'on le sait vraiment? Je fais un très grand distinguo entre les aménagements, l'aménagement, pour avoir aussi travaillé en Suisse. Les gens ils disent, vous êtes aménagiste. Vous êtes aménagiste ou paysagiste? Oui, ils disent les AMEX. Comment? J'ai fait une conférence hier soir à Lausanne où il parlait d'AMEX. Et donc c'est très marrant parce que moi j'ai pris conscience que l'aménagement, c'était un projet tenu dans la limite, dans l'économie, dans un lieu donné. Très strict. Le paysagiste, par définition, cherche, et on l'a tous dit 1000 fois, il est sans limite, il cherche l'au-delà, il cherche l'ailleurs, l'horizon, etc., etc. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de projet de paysage, il y a peut-être plein de projets d'aménagement. Je ne dis pas qu'on ne va pas, je m'excuse, faire... Par contre,
Je ne crois pas, franchement, Gilles, on ne va pas faire le plan voisin du paysage aujourd'hui. Ah, j'aimais bien, j'ai failli le citer tout à l'heure. On disait qu'il faut le provoque du plan voisin. On ne va pas faire le plan voisin du paysage, parce que moi je suis d'accord. On rase par exemple tous les abords de Notre-Dame, on fait autre chose. On a plein d'idées. Sans faire le plan voisin, il y a un réveil, paysager à faire. Quoi. Non, mais c'est aussi, c'est presque une approche scientifique tout de même, et je pense que Paola va nous aider pour ça. Je veux dire, c'est un foisonnement de petites choses, mais quand même c'est grand. Le foisonnement de petites choses atteint une échelle considérable. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit simplement des AMEX, comme le diraient les gens de l'EPFL. Je veux dire, en effet, par exemple, le jardin des plantes. Il y a une des personnes qui nous encadre pour le jardin des plantes, donc j'essaie d'éviter de dire des choses monstrueuses, mais on ne va pas le transformer radicalement. Mais quand on se rend compte qu'il n'y a que 20% de surface de jardin réellement et que 60% de la surface minérale, on voit bien que même si on agissait marginalement, on va complètement changer cette chose. Si tu raisonnes, pareil pour Notre-Dame, si tu raisonnes de cette manière-là à l'échelle d'une grande ville, c'est considérable. Les marges d'évolution sont considérables. Et je ne crois pas qu'il s'agira d'addition de petites choses. Je crois sincèrement que si c'est une stratégie, on se dit voilà, on a compris qu'il y a X% de minéral, on veut passer à ça. Au fond, personne aujourd'hui n'est capable de dire quelle est la part minérale dans les espaces publics parisiens. D'ailleurs, quelle est la part des espaces publics dans Paris ? Le dire à peu près quand même. Pas les parcs et jardins, parce que justement, ils ne s'intéressent pas au carrefour, ils ne s'intéressent pas aux voies, ils ne s'intéressent pas aux échangeurs. Si on considère tout et qu'on fait les cœurs d'îlot, si on fait réellement ce diagnostic, c'est utile un diagnostic, sinon on serait tous morts. Si la médecine n'avait pas inventé ça, je suppose. En tout cas, il me semble que dans nos métiers, avoir un travail un peu rigoureux, scientifique, qui nous permette de voir, parce que c'est difficile de voir. Moi, je n'avais pas conscience des dimensions de Paris, je te dis, même si on mesure sans arrêt. Donc mais se dire que cette connaissance peut guider de véritables grands projets qui procèdent par foisonnement systématique, rigoureux, puissant, moi j'y crois. La ville de Paris est une des villes les plus denses. Que le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant est la plus basse par rapport à d'autres villes, c'est une réalité. Donc transformer progressivement, bien sûr, on peut ne pas être pessimiste, mais transformer progressivement. Mais il y a quand même des enjeux qui est de dire, autour de Paris, c'est vrai que la question du paysage et du territoire est importante. Et ces questions de continuité de Paris vers sa périphérie. Et je pense, effectivement, tu parlais des Bois de Boulogne ou de Vincennes, mais il y a eu des opérations, je pense à 2 grands parcs qui ont été faits, la Courneuve et le parc des Saussaies, qui sont des réserves. Enfin, c'est un peu des réserves d'espace très importants par rapport à une périphérie qui va se développer, qui à l'époque n'était pas tant développée autour, mais qui sera à terme un peu comme des central parks locaux. Et je persiste et je signe pour avoir travaillé beaucoup à Paris aussi, en périphérie, en banlieue et autres, et ailleurs. Je persiste et je signe que le paysage, d'une manière générale, n'a pas été durablement la préoccupation parisienne. Je parle de ça. Alors aujourd'hui, le problème de l'aménagement, c'est qu'il est très onéreux. Il est très onéreux parce on travaille la ville sur la ville, ou le parc sur le parc. Et effectivement, puisque les occasions de travailler simplement directement ne sont pas prises. Et moi, je crois que c'est une prise de conscience à travers le travail, et là, je pense que c'est une portée le travail de Paola avec de tout l'Atlas, c'est de montrer que c'est en amont que les choses sont nécessaires au terme de débat. Mais qu'en amont, quand je vois... Non mais je sais bien, c'est un massacre à la tronçonneuse qui s'est produit dans la vallée de la Seine, en amont. Quand on regarde un peu les potentiels. Donc je suis plus que sensible de ça, alors que naturellement, le projet naturel, lorsqu'on remonte la Seine et qu'on va jusqu'au Havre, on sait très bien que le projet naturel, c'est de porter, de la Seine, je parle de la vallée de la Seine, et de porter une continuité, puisqu'on parle toujours de continuité écologique aujourd'hui. Mais ce n'est pas une contradiction, je crois qu'il ne faut pas qu'on introduise un faux débat. On est tous bien convaincus qu'une autre étude doit nourrir et être parallèle à celle-ci, et qu'en effet, on est bien convaincu que un système de parc est possible, qu'une transformation territoriale est possible à grande échelle, et il faut le faire. N'empêche qu'il faut qu'on aide Paola dans son... Mais non, tu l'aides pas du tout, tu la stigmatises.
Ok, mais laissez-moi à l'extérieur. Non, mais je trouve que c'est deux choses qui sont complètement complémentaires. Pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, bien évidemment, et j'ai passé 40 ans de ma vie à faire ça, je suis tout à fait convaincu qu'en effet, il y a tellement de possibilités, comme ça a été fait pour le Grand Londres, à une échelle géographique beaucoup plus large, et il faut le faire. D'ailleurs, il y a quand même des 3 traces, mais ça n'existe pas tout à fait. Cependant, si on revient au problème de Paola, moi je trouve que dans Paris, les marges de transformation sont considérables. Ce que tu dis ici, historique, c'est pas vrai. Je veux dire, dès qu'on étudie les uns ou les autres un site, quel qu'il soit dans Paris, et qu'on le regarde objectivement, très franchement, le Jardin des Plantes, j'ignorais qu'il n'y avait que 20% de surface de jardin dans ce territoire de 30 hectares. C'est ahurissant. Dès lors qu'on veut bien observer les choses avec finesse, donc dès lors qu'on fait ces diagnostics, on se rend compte, franchement et sans cynisme, de très grandes capacités d'adaptation. La défense, etc., etc. Je veux dire, dans le périmètre, la défense n'est pas dans le périmètre de Paola. Mais non, c'est pas dommage, c'est déjà pas mal. Je veux dire, elle a le Mont Blanc, c'est dans ce territoire-là, et ça n'est pas contradictoire. L'un n'empêche pas l'autre. C'est terrible qu'on est velléitaire. Notre danger, c'est d'être velléitaire. Je veux dire, on s'est tous battus pour faire des systèmes de parcs à grande échelle. On y parvient parfois lorsqu'il y a des interlocuteurs que ça intéresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les grandes métropoles se sont dotées de visions paysagères intéressante. Il y a eu en 30 ans des progrès considérables et on y a tous contribué. Donc je ne nie pas ça, c'est notre vie. Mais il n'y a aucun problème à imaginer qu'on peut accommoder notre regard à d'autres échelles et que celle de Paris est considérable et qu'on peut là aussi... C'est pas oui ou non, parce que sinon on dit ça ne vaut pas la peine, il faut regarder plus grand et on ne fait rien. Ce serait très intéressant de se dire oui, à l'échelle de Paris, il y a des marges de transformation qui ne sont pas anecdotiques, même si elles font l'objet de communications qui sont anecdotiques ou énervantes. Mais il y a énormément de possibilités d'évolution. Moi, j'en suis convaincu dans tous les sites qu'on observe. Regarde Jacqueline avec sa gare de triage. C'est quand même incroyable. On est obligé de conclure, malheureusement, cette soirée. On pourra évidemment poursuivre les échanges autour de nos prochaines rencontres de l'Atlas. Notamment lors de la première session de promenade paysagère dans Paris et aussi à l'extérieur de Paris du 12 au 14 mai 2023. Et puis on a nos deuxièmes conversations qui aura lieu, le vendredi 12 mai, avec pour thématique les villages dans Paris, ou entre paroisses et arrondissements. Nous vous invitons aussi à faire un retour sur vos perceptions de paysages sur le questionnaire de paysage qui est en ligne sur décider.paris pour alimenter le travail qu'est en train de mener Paola Vigano et l'équipe de l'EPFL. Et le CAUE, évidemment, tient à remercier les intervenants, Michel Lévin, Jacqueline Hosty et Gilles Wexlar. Un grand merci pour votre présence ce soir et puis pour ces échanges. On tient évidemment aussi à remercier le pavillon de l'Arsenal de nous avoir accueillis, la Fédération française du paysage Île-de-France pour son soutien, Travelling pour la captation vidéo, la régie son de la ville de Paris. Merci pour votre participation et puis à très vite. Merci.